Aujourd'hui va porter sur l'appareil de l'audition et de l'équilibration qu'on appelle couramment oreille. Cette oreille ou appareil de l'audition et de l'équilibration est situé dans la partie pétreuse de l'os temporal, c'est-à-dire dans le rocher, creusé dans des cavités dans le rocher. Elle présente à décrire trois parties: l'oreille externe, l'oreille moyenne, qui interviennent toutes les deux dans la transmission des ondes sonores, l'oreille interne ou labyrinthe, qui réalise un véritable labyrinthe dans le rocher, contient les organes neurosensoriels. Décrire d'abord l'oreille externe. Cette oreille externe orientée dirige les ondes sonores, donc un rôle de transmission. Elle est constituée de l'auricule, anciennement appelé pavillon, et du conduit auditif externe, appelé méa acoustique externe selon la nouvelle nomenclature. L'auricule ou pavillon, qui est une lame fibrocartilagineuse recouverte d'un revêtement cutané élastique, présente à décrire deux faces: une face médiale à relief moins accusé et moins net, qui adhère en avant à la paroi latérale du crâne. La face latérale, au contraire, ses reliefs sont plus accentués et sont plus nets, plus accusés. Elle présente à décrire, la face latérale, une dépression centrale qu'on appelle la conque. En avant de cette dépression et couvrant le méa acoustique externe, le tragus, qui est une saillie en avant du méa, en regard l'antitragus. À la périphérie, une éminence, l'hélix. Entre la conque et l'hélix, une autre éminence, et l'antélix, qui se divise en deux branches en haut, délimitant une fosse triangulaire. On a la gouttière de l'hélix, appelée actuellement la gouttière du scaphoïde. Et en dernier, le lobule, qui est appendu à ce pavillon et qui est dépourvu de cartilage, là où on met les boucles d'oreilles. L'acoustique externe est un conduit qui est sinueux, recouvert de peau. Il présente donc des poils, des glandes sébacées qui peuvent s'infecter et donner donc des furoncles, des glandes cérumineuses qui sécrètent du cérumen, qui est une substance qui va protéger ce conduit et le tympan en éliminant les poussières, les germes et les corps étrangers. Dans son un tiers externe, il est cartilagineux. Dans ses deux tiers internes, il est osseux. Il mesure à peu près 2,5 cm de long. Donc, on peut avoir une inflammation du conduit, donnant une otite externe et pouvant obstruer la lumière de ce dernier. Décrire l'oreille moyenne, qui est un ensemble de cavités pneumatiques aériennes qui sont tapissées de muqueuses. Qui dit muqueuse, donc ces cavités-là peuvent s'infecter et s'enflammer, et donc participe à la transmission des ondes sonores. Cette oreille moyenne, elle est formée de la cavité tympanique, anciennement appelée caisse du tympan, de la trompe auditive, anciennement appelée trompe d'Eustache, et des cellules mastoïdiennes. Tympanique est schématiquement de forme cubique, ça veut dire qu'elle va présenter 6 parois, ce qui explique les éventuelles complications qui peuvent survenir et se propager en cas d'inflammation ou d'otite moyenne. Cette cavité contient un système important dans la bonne transmission des ondes sonores, c'est le système tympano-ossiculaire. On commence à décrire les parois. La paroi latérale, qui est fermée par le tympan, donc c'est une paroi tympanique. La paroi supérieure, appelée tegment tympani, c'est une paroi crânienne formée par une lamelle osseuse qui est mince et qui sépare la caisse du tympan de la cavité crânienne, rapport très important avec les méninges et le lobe temporal du cerveau, ce qui explique la possibilité de propagation de l'infection de l'oreille moyenne vers les méninges donnant une méningite et vers le lobe temporal donnant un abcès du lobe temporal. La paroi inférieure, qui est en rapport avec la veine jugulaire interne, c'est la paroi jugulaire, et donc la possibilité de propagation de l'infection de l'oreille moyenne vers le sang. Médiale ou labyrinthique, car elle est en rapport avec l'oreille interne ou labyrinthe, présente à décrire à sa partie centrale une saillie, c'est le promontoire. Au-dessus, en arrière de ce promontoire, on a un orifice de forme ovalaire appelé fenêtre ovale ou vestibulaire, car en relation avec le vestibule du labyrinthe, qui est fermé par la base du stapes.
En dessous et en arrière de ce promontoire, on a un orifice rond appelé fenêtre ronde ou cochléaire, toujours en rapport avec le labyrinthe, fermé par le tympan secondaire. En haut et en avant, on a le canal du muscle tenseur du marteau, du tympan, pardon, le canal du muscle tenseur du tympan et le canal du nerf facial, anciennement appelé aqueduc de Fallope, ce qui permet d'expliquer la possibilité de propagation de l'infection de l'oreille moyenne vers l'oreille interne ou labyrinthe, donnant une labyrinthite. Paroi antérieure ou tubo-carotidienne, car elle est en rapport avec la carotide interne et en rapport avec l'orifice auditif postérieur de la trompe d'Eustache, ce qui explique la possibilité de propagation de l'infection rhinopharyngée lors d'une rhinopharyngite vers l'oreille moyenne, donnant une otite moyenne. En rapport aussi avec le muscle tenseur du tympan, anciennement appelé le muscle du marteau. Pour la paroi postérieure, c'est une paroi mastoïdienne, car elle est en rapport avec les cellules mastoïdiennes, dont la plus importante est l'antre mastoïdien. Cette paroi, elle présente un orifice triangulaire, c'est l'aditus ad antrum, orifice d'entrée de l'antre mastoïdien, présente une saillie conique qui est l'éminence pyramidale où se trouve le tendon du muscle stapes et aussi en rapport avec le canal du nerf facial qui descend vertical à ce niveau, au niveau de cette paroi postérieure. Ce qui permet d'expliquer la possibilité de propagation de l'infection de l'oreille moyenne vers les cellules mastoïdiennes donnant une mastoïdite et vers le canal du nerf facial pouvant donner une paralysie faciale périphérique. Au système tympano-ossiculaire qui est formé de la membrane tympanique ou tympan et de la chaîne ossiculaire, la chaîne des osselets. Tympanique, sur l'image, on a une vue otoscopique réelle d'un tympan d'aspect normal. Une membrane tympanique normale est semi-transparente. On peut voir à travers cette membrane les reliefs de certains osselets de la chaîne ossiculaire. On peut voir le manche du marteau qui adhère à la membrane tympanique. Cette membrane elle est de couleur gris perle brillante, de 0,1 mm d'épaisseur, mince mais résistante. Cette membrane elle est encastrée dans un sillon creusé dans le rocher, appelé le sulcus tympanicus. Donc toute modification de la couleur, de la transparence, de l'épaisseur de ce tympan signe une pathologie. Le tympan présente deux parties à décrire, la pars tensa et la pars flaccida. La pars tensa, c'est la partie résistante et plus épaisse. Elle présente à décrire à la partie centrale cette saillie-là appelée ombilique, le manche du malleus ou anciennement appelé le marteau, le processus latéral du malleus qu'on voit à travers la transparence de la membrane tympanique et le trigone lumineux qui se trouve à la partie en avant et inférieure. On peut diviser cette pars tensa en 4 cadrans en traçant une ligne passant par l'ombilique. Un cadran antéro-supérieur, antéro-inférieur, postéro-supérieur et postéro-inférieur. Cette partie-là, tendue pars tensa, à sa périphérie, elle s'épaissit et forme l'anneau cartilagineux, anciennement appelé le bourrelet annulaire de Gerlach. La deuxième partie, c'est la pars flaccida, c'est la partie la plus flasque, moins épaisse et moins résistante, qui se trouve au-dessus des plis malléaires postérieurs et antérieurs. Ossiculaire, elle est formée de 3 osselets qui sont réunis par des articulations, des vraies articulations et des ligaments. Donc formés par le malleus anciennement appelé marteau, l'incus anciennement appelé enclume et le stapes anciennement appelé étrier, car il ressemble à l'étrier de la selle d'un cavalier. Leur rôle, c'est la transmission et l'amplification, surtout l'amplification des ondes sonores. Il présente à décrire la tête, le col qui est en rapport avec la corde du tympan du nerf facial, le manche qui adhère à la membrane tympanique et le processus latéral et antérieur. L'incus qui ressemble à une dent ou à une molaire présente à décrire un corps, une branche longue, une branche courte, un
une petite apophyse, c'est le processus lenticulaire qui est articulaire avec la tête du stapes. Le stapes donc présente à décrire une tête, deux branches antérieures et postérieures et une base ou platine. De point de vue physiologique, c'est le plus important, il est le plus léger et le plus important de point de vue physiologique, car une ossification, une rigidité, surtout de l'étrier, va entraver la bonne transmission des ondes sonores et va entraîner donc une surdité de transmission. Les osselets sont mobilisés par deux muscles qui sont antagonistes. Le muscle tenseur du tympan, anciennement appelé muscle du marteau, qui est innervé par le nerf trijumeau, le 5. Celui-ci va tendre le tympan en cas de vibration très importante, ce qui permet de protéger cette membrane tympanique. Pour le muscle du stapes ou de l'étrier, qui est antagoniste au muscle précédent, il est innervé par le nerf facial. La trompe auditive est un conduit qui est cartilagineux dans ses deux tiers antérieurs et osseux dans son tiers postérieur, présente un orifice antérieur pharyngien qui s'ouvre dans le cavum en arrière du méa inférieur des fosses nasales, et un orifice postérieur tympanique qui s'ouvre dans la paroi antérieure de la caisse du tympan. Le rôle de la trompe auditive est l'aération de la caisse tympanique et l'équilibre de la pression atmosphérique de part et d'autre du tympan, élément essentiel à la bonne transmission des ondes sonores. Ce qui explique qu'en cas de rhinopharyngite, et inflammation de la trompe d'Eustache, on a la sensation d'oreille bouchée et de bourdonnement. La même chose si on voyage par exemple par avion où la pression atmosphérique est élevée, on a la même sensation. On vous demande ainsi parfois de mâcher du chewing-gum car la trompe auditive s'ouvre à chaque déglutition, ce qui permet d'équilibrer de part et d'autre la pression au sein de la caisse. Chez l'enfant, il faut savoir que la trompe auditive elle est plus courte et plus béante, ce qui explique la fréquence des infections de l'oreille moyenne, otite moyenne, chez l'enfant qui surviennent suite à des épisodes de rhinopharyngite. Les mastoïdiens, ce sont des cavités aériennes pneumatiques recouvertes de muqueuses, dont la plus volumineuse c'est l'antre mastoïdien, qui communique avec toutes les cellules mastoïdiennes, qui s'ouvrent dans la paroi postérieure de la cavité tympanique par un orifice triangulaire qui est l'aditus ad antrum. On remarque le rapport très important de ces cellules mastoïdiennes avec le sinus sigmoïde, le cervelet et le cerveau, ce qui permet d'expliquer la possibilité de propagation de l'infection de l'oreille moyenne vers les cellules mastoïdiennes, vers le sinus sigmoïde, vers le cervelet et le cerveau. Ou labyrinthe contient les organes neurosensoriels de l'audition qui se trouvent au niveau de la cochlée, de l'équilibration qui se trouve dans le vestibule et les canaux sémicirculaires. Ce labyrinthe creusé dans le rocher est formé d'un labyrinthe osseux qui va abriter un labyrinthe membraneux. Ce labyrinthe osseux est formé par la cochlée ou limaçon car elle ressemble à une coquille d'escargot, un vestibule et les canaux sémicirculaires qui sont au nombre de 3. Le labyrinthe membraneux qui est logé dans le labyrinthe osseux contient un liquide qui est appelé endolymphe. Entre les deux labyrinthes, on a un liquide qui chemine à ce niveau et qui est appelé périlymphe. On commence par le labyrinthe osseux. Premièrement, la cochlée. La cochlée, c'est une sorte de conduit qui va s'enrouler autour d'un axe central. Cet axe central, il est de forme conique. Il est appelé columelle ou modulus. Ce conduit-là, il va être cloisonné par une lame qu'on appelle lame spirale qui a un bord adhérent à cet axe central conique et un bord libre. Ce bord libre, il va se continuer par la membrane
basilaire. Et donc, de cette manière, on aura le conduit qui est divisé en deux étages, un étage supérieur qui est la rampe vestibulaire et un étage inférieur qui est la rampe tympanique. Ces deux rampes se rencontrent au sommet par un orifice appelé hélicotréma. Il faut savoir que ce conduit va faire 2,5 tours de spire autour de cet axe central. Ça fait rappeler les escaliers en colimaçon des immeubles de l'époque coloniale. Dans cette image, on peut voir la propagation des ondes sonores à partir de la fenêtre ovale. Les ondes sonores passent dans la rampe vestibulaire. Arrivées au sommet, elles vont passer par l'hélicotréma à la rampe tympanique et vont sortir par la fenêtre ronde qui est fermée par le tympan secondaire. Il est grossièrement de forme cubique, il a 6 parois. Une paroi externe où on a la fenêtre ovale, une paroi interne, on a le méa acoustique interne, une paroi antérieure en rapport avec la cochlée et une paroi supérieure et postérieure où s'ouvrent les 3 canaux semi-circulaires et une paroi inférieure. Circulaires, ils sont au nombre de 3, disposés dans les 3 plans de l'espace. Cette disposition est très importante parce qu'elle va renseigner sur la position de la tête dans les 3 plans de l'espace. Le canal semi-circulaire supérieur antérieur est dans un plan frontal, le postérieur il est dans un plan sagittal et l'externe il est dans un plan horizontal. Ces 3 canaux semi-circulaires s'ouvrent dans le vestibule, dans la paroi supérieure et postérieure du vestibule. Chaque canal présente près du vestibule une portion dilatée. Cette portion dilatée est appelée ampoule. Le canal semi-circulaire supérieur postérieur présente une branche commune. Le labyrinthe membraneux qui est logé dans le labyrinthe osseux est formé d'un labyrinthe antérieur cochléaire qui intervient dans l'audition et un labyrinthe postérieur vestibulaire qui intervient dans l'équilibration, formé par le vestibule membraneux et les canaux semi-circulaires membraneux. Donc, sur l'image, on peut voir le nerf cochléaire qui sort de la cochlée et le nerf vestibulaire qui sort du vestibule membraneux et des canaux semi-circulaires membraneux. Les deux vont s'unir pour former le nerf cochléo-vestibulaire, anciennement appelé le nerf auditif. Le canal cochléaire membraneux, c'est un conduit triangulaire qui représente le 1/4 du conduit osseux. Il présente à décrire 3 parois, une paroi supérieure qui le sépare de la rampe vestibulaire, donc appelée paroi vestibulaire ou membrane de Reisner, une paroi latérale formée par le ligament spiral et une paroi inférieure qui est formée par la membrane basilaire qui contient l'organe de Corti, l'organe neurosensoriel de l'audition. Au niveau de ce conduit cochléaire, on a l'onde d'Olève et entre le conduit osseux et membraneux, on a la périnée. Donc cet organe de Corti, organe neurosensoriel de l'audition, en réalité, il se trouve au niveau donc de la membrane basilaire. Il est formé donc de cellules neurosensorielles à cils très longs, avec tout autour des cellules de soutien. À la partie supérieure, on a une membrane figée, c'est la membrana tectoria. Lors de passage des ondes sonores et leurs vibrations, ces vibrations vont être transmises à la membrane basilaire qui, à son tour, va les transmettre aux cellules nerveuses et à leurs cils qui vont percuter la membrana tectoria. Et ces percussions-là vont être transmises ou transformées en influx nerveux. Le vestibule membraneux, il est formé par 2 sacs. Un plus volumineux, c'est l'utricule, où s'ouvrent les canaux semi-circulaires, et un plus petit, c'est le sacule, qui sont réunis tous les deux par un canal utriculo-saculaire. Ces 2 éléments contiennent l'organe neurosensoriel de l'équilibration qui est représenté par la macule. De façon simplifiée, cette macule-là est formée donc de cellules neurosensorielles à cils lents avec des cellules tout autour. Ces cils sont entourés d'une substance gélatineuse qui présente à sa partie supérieure des cristaux calciques, les otolithes ou statoconies.
Quand je déplace ma tête en avant ou en arrière, ces cristaux vont se déplacer vers l'avant ou vers l'arrière, par exemple, et donc va déplacer avec eux la substance gélatineuse et en même temps les cils des cellules neurosensorielles, et ce déplacement et son degré de déplacement va être transformé sous forme d'un flux nerveux. Semi-circulaire, membraneux, il représente le 1/4 des canaux semi-circulaires osseux. Il contient l'organe neurosensoriel de l'équilibration qui est la crête ampulaire, qui se trouve dans la partie dilatée des canaux, c'est-à-dire dans la partie ampulaire, l'ampoule, appelée ampoule. Simplement, ces crêtes ampulaires sont formées par des cellules neurosensorielles à cils très longs, entourées d'une substance gélatineuse qui forme une sorte de cône. Ces crêtes-là sont réparties dans les 3 plans de l'espace, ce qui permet de nous renseigner sur la position de la tête dans les 3 plans de l'espace lors du déplacement. Par exemple, lorsqu'on bouge, on court, on accélère, on décélère, ces cils et cette substance gélatineuse vont se déplacer, et donc ces déplacements vont être transformés sous forme d'un flux nerveux est transporté par les nerfs correspondants. En conclusion, pour l'oreille interne qui contient l'organe de l'audition et l'organe de l'équilibration. Donc, une propagation de l'infection de l'oreille moyenne peut se faire vers l'oreille interne et peut donner ce qu'on appelle une labyrinthite. On peut avoir une surdité ici de perception au niveau de l'oreille interne. On peut avoir un trouble de l'équilibre à type de vertige.